mon invité pour ce Zoom est maître Jean-Philippe Delsol. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat fiscaliste, essayiste français, vous êtes le président de l'IREF, c'est l'Institut de recherche économique et fiscale, et vous publiez un livre intitulé « Éloge de l'inégalité » aux éditions Manitoba. Alors, en exergue du livre, vous citez Chateaubriand, François René, « Les Français n'aiment point les libertés, l'égalité seule est leur idole. » Et c'est au moment où les Gilets jaunes combattent les inégalités dont ils sont l'objet et que les syndicats mobilisent pour de la justice et de l'égalité sociale que vous publiez cet essai. C'est donc l'éloge de la provocation avant toute chose. Un peu, mais très peu en réalité. Le titre peut paraître provocateur, mais au fond, et je le dis d'ailleurs dans mon introduction, j'ai la prétention, j'en ai bien conscience, de dire que je fais comme Erasme. Erasme qui avait intitulé son livre « Éloge de la folie », comme chacun sait. Bien sûr qu'Erasme n'était pas pour la folie. Il disait qu'il en fallait un peu à l'encontre des raisonneurs excessifs. Je dis la même chose. Trop d'égalité nuit à l'égalité elle-même. Et l'égalitarisme est mauvais en soi. Les inégalités sont naturelles. Alors, l'éloge de l'inégalité, c'est une référence, vous venez de le dire, à la folie d'Erasme, mais à l'éloge de la folie d'Erasme. Mais lui, il agissait en auteur d'une fiction qu'il voulait à la fois burlesque, voire même allégorique. Alors là, c'est pas du tout le cas, parce que c'est une dénonciation pure, dure du système égalitaire, de l'égalitarisme né, dites-vous, dans la Constitution des révolutionnaires de l'an 1. Alors, je pense qu'effectivement, notre société, probablement la société occidentale d'une manière générale, mais la société française en particulier, plus fondamentalement, est malade de son obsession égalitaire. Parce que, probablement, que cette obsession égalitaire prend racine pour le monde entier dans la Révolution ou dans les prémices de la Révolution française. Je dis c'est la faute à Rousseau, en plagiant Victor Hugo bien sûr, mais je le crois fondamentalement, Rousseau qui a inventé cette idée que les hommes seraient nés égaux et qu'ils auraient vécu également dans le monde naturel d'avant la civilisation. Ce qui est évidemment une chimère, une invention pure et simple, qu'il reconnaît d'ailleurs, mais à partir de laquelle il bâtit toute une théorie qui a servi de fondement à une société qui est la nôtre aujourd'hui et donc qui en fait est partie sur un pied boiteux. Dans votre dénonciation de cet égalitarisme, il y a quand même, on a l'impression un peu des boucs émissaires. Vous en avez cité un, hein, parce que vous dites que ça aboutit à des dérives totalitaires. Et vous trouvez un responsable, vous l'avez cité, c'est Rousseau, c'est de la faute à Rousseau, c'est le titre de votre chapitre. Pas seulement, hein, mais c'est... Mais en plus, et alors là, vous en prenez à Piketty, que vous traitez de pseudo-scientifique. Et alors là, il a le droit à un traitement particulier. Ah oui, parce que je pense qu'il est l'icône de cette obsession égalitaire contemporaine, si vous voulez. Non seulement en France, mais aussi, vous savez qu'aux États-Unis, il a son bouquin sur le capital, il l'a vendu à 1 million d'exemplaires. Alors, heureusement, par chance, c'est Amazon qui nous le dit. Vous voyez qu'Amazon a des avantages parce qu'ils peuvent nous faire des statistiques. Et dans ces statistiques, on voit que c'était le livre le plus vendu aux États-Unis et celui qui a été le moins lu en pourcentage des ventes. Donc, c'est intéressant tout de même. Ça veut dire que c'était une coquetterie de l'acheter, mais c'est tout un symptôme quand même. Et que personne, au-delà des 2 ou 3 premières pages, ne continuait le livre. Ce livre est profondément ennuyeux. Alors, qu'est-ce que je reproche à... Si vous voulez, c'est un autre débat, mais... Parce que si tous les auteurs qui étaient ennuyeux, vous les flinguiez, il y aurait du monde. Non, je reproche fondamentalement à Piketty de dire des bêtises. Je ne suis pas le seul à le dire. J'ai moi-même organisé l'édition d'un ouvrage dans lequel j'ai écrit plusieurs chapitres, mais que j'ai écrit moi, mais beaucoup d'autres scientifiques ont écrit avec moi, plus d'une vingtaine de chercheurs français, américains, européens, ont écrit pour démontrer les bêtises de Piketty. Et je vais, si vous le souhaitez, en 1 minute, je peux essayer d'expliquer pourquoi, justement, Piketty, cette icône égalitariste, dit des bêtises. D'abord, il a une théorie qui est unidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il va nous dire, en une règle, en une équation même, très simple, je peux, nous dit-il, vous démontrer pourquoi le monde ne va pas bien.
Et quel est le problème qui fait en sorte que la société ne fonctionne pas? Alors déjà là, il faut se méfier. Les gens qui ont une vision unidimensionnelle, on sait qu'ils ont une vision fausse, parce que le monde est complexe, les hommes sont complexes, et il n'y a jamais eu une explication. Premier élément. Deuxième élément, l'explication qu'il donne, cette formule mathématique à partir de laquelle il voudrait expliquer le monde, vous vous rendez compte, cette prétention, forcément donc trompeuse. Cette équation, elle est elle-même foncièrement fausse. Et c'est là que je suis étonné que beaucoup d'autres économistes ne se soient pas attardés là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'elle est fausse? L'équation de Piketty consiste à dire, un peu à la Marx, vous savez, alors c'est pas exactement le même raisonnement, mais c'est un peu à la Marx, Marx qui disait que le capitalisme tomberait de lui-même parce que finalement, à force de s'enrichir, les capitalistes détruiraient la société et il y aurait une révolte des prolétaires. Et là, il dit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il dit que les capitalistes ne peuvent cesser de s'enrichir parce qu'en moyenne, depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis le Christ, vous voyez, comme s'il avait les chiffres de cette époque-là, que personne n'a, mais lui peut-être qu'il les a trouvés au fond d'une malle, je ne sais pas. En tout cas, il n'en a pas donné la preuve. Bon, il dit que depuis donc la naissance du Christ, eh bien, les capitalistes s'enrichissent à un taux moyen de 5% par an. Quand la croissance mondiale, et notamment occidentale, elle n'a été que au plus en moyenne 1% par an. Et donc, bien entendu, les capitalistes vont s'enrichir de plus en plus et que, donc, on est dans un monde d'une inégalité croissante. Alors, il ne faut pas être grand clair pour comprendre que c'est une bêtise sans nom. Parce que si 10%, mettons, de la population qui a du capital, qui détient, mettons, la moitié du capital, s'enrichit tous les ans de 5% quand la croissance n'est que de 1%, ça veut dire qu'il y a 4% de plus d'enrichissement que la croissance elle-même. Mais la richesse d'un pays est le fruit de sa croissance. Et donc, il est juste impossible, économiquement, mathématiquement, physiquement, qu'une petite partie de la population s'enrichisse beaucoup plus vite que la population dans son ensemble pendant longtemps. Car très vite, la petite partie de la population qui s'enrichirait ne trouverait plus les moyens de son enrichissement. Il n'existerait pas, simplement. Sauf de manière totalement artificielle, mais c'est vrai que les bulles peuvent exister, mais elles sont provisoires, elles éclatent un jour. Donc ce raisonnement, que évidemment je vous simplifie pour vous le livrer en 2 minutes, ce raisonnement est à la fois faux, stupide, trompeur. Trompeur. Mais il y a beaucoup de gens qui se trompent. Alors, vous citez par exemple Martine Aubry. Il n'y a pas de liberté sans égalité. Lier cette notion de liberté, égalité, comme l'on voit sur les frontons de nos mairies. Et Emmanuel Macron, de gauche et de droite en même temps, à la tribune de l'ONU, c'était en septembre 2018. Oui, je le cite, effectivement. Le cœur du problème est la montée des inégalités profondes. On est loin de l'éloge de l'inégalité, mais au contraire de la dénonciation des inégalités. Oui. On est loin de ce que vous dites. Vous dites, vous, que l'égalitarisme se traduit par la négation de la nature humaine. Bien sûr, parce que la nature humaine est inégale. Pourquoi est-ce que nous serions différents physiquement et que nous ne le serions pas intellectuellement ? Est-ce que nous ne le serions pas dans notre intelligence du cœur aussi, dans notre aspiration spirituelle, dans notre capacité physique, etc. Nous sommes tous inégaux. Ceci dit, autant mon titre est provocateur, autant, je crois, l'ouvrage est lui-même, j'allais dire, plus porté à la réflexion et à l'équilibre dans l'analyse. Il y a une égalité qui est souhaitable. C'est d'ailleurs, il faut le dire, j'ai accusé Rousseau et d'une certaine manière la Révolution française. C'est la Révolution de 93 qui a voulu l'égalité absolue, la Révolution de 89 qui a probablement porté, donc tout ça est évidemment compliqué, qui a probablement porté 93, mais la Révolution de 89 qui a mis égalité dans la devise française avec donc la fraternité et la liberté. Cette révolution de 89, l'égalité qu'elle voulait, et là-dessus les textes sont très clairs, c'était l'égalité en droit. Cette égalité en droit, je la crois souhaitable. Je la crois pas seulement souhaitable, je la crois nécessaire pour favoriser la liberté, qui est nécessaire aussi pour que chacun d'entre nous recherche
et accomplissent ses propres fins, ce qui est la finalité de l'homme. Donc, égalité en droit et liberté sont des conditions, ce ne sont pas des fins par elles-mêmes, mais ce sont des conditions nécessaires à l'épanouissement de chaque homme, à la poursuite par chaque homme de ce pourquoi il est créature humaine, comme je le crois, mais tout le monde n'est pas obligé de le croire, créature divine. J'écoute votre propos et je me dis qu'effectivement, à un moment donné, dans cet ouvrage, et assez rapidement, c'est à la page 19, je l'ai noté, le provocateur rentre dans le rang. Il fallait bien qu'à un moment donné, le grand avocat réapparaisse. Et alors, la devise d'Erasme, je vous le rappelle, c'était « nulli concedo », c'est-à-dire « je ne concède rien ». Je ne fais aucune concession à personne. Et là, vous, dès la page 19, vous dites l'inégalité n'est pas non plus une vertu et elle est nuisible quand elle est infondée et excessive, elles exacerbent les incompréhensions et les jalousies. Vous avez eu peur finalement de votre titre? Pas du tout, si. Pas du tout, mais absolument pas. Je dis l'égalité n'est pas réaliste parce qu'elle n'existe pas en soi, elle ne peut exister qu'en droit. Et je dis l'inégalité est donc naturelle, mais elle est mauvaise lorsqu'elle est fondée sur de mauvaises raisons. C'est-à-dire, je vais prendre des choses simples. L'inégalité qui est fondée sur la corruption, c'est une mauvaise inégalité. Celui qui s'enrichit en volant les autres, sa situation inégale n'est pas justifiée. Et c'est là que je dis que souvent d'ailleurs dans la société d'aujourd'hui, française et plus généralement occidentale, nous vivons sur des espèces de connivences, notamment des connivences entre l'État ou les élus, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont actifs dans l'économie. Cette connivence, elle est trompeuse du marché, elle est trompeuse de la volonté des consommateurs. On va obtenir une sorte de monopole par une règle ou par une loi ou par une situation donnée qui est protégée. Et avec ce monopole, quelqu'un va s'enrichir. C'est pas normal. Cette inégalité qu'on va créer, elle est trompeuse. Et je dis aussi que, et je crois que c'est très important, l'excès d'égalité, c'est-à-dire l'idée qu'il faut de l'égalité à tout prix, elle mène toujours à une plus grande inégalité. Je peux en donner 2 exemples si vous voulez. Allez-y. Un premier exemple sur le plan économico-fiscal. Ce sont les niches fiscales, qui sont des niches économiques, des avantages donnés aux uns au détriment des autres. Car une niche, c'est-à-dire un avantage fiscal ou social d'ailleurs, que l'autorité, l'État, accorde, concède à une catégorie ou à quelques personnes. On exempte d'impôts, on verse une subvention, on donne un abattement. Tout ça se fait au détriment des autres qui vont payer, puisque si on empêche les uns, si on évite aux uns de payer, il va falloir que les autres payent à leur place. Et donc, en fait, chacune de ces niches est un avantage donné aux uns au détriment des autres, c'est-à-dire est créatrice d'inégalités. Or, en France, pour vous situer un peu la dimension du problème, il faut savoir qu'il y a estimation, c'est pas seulement de mon cru, c'est de mon cru, mais avec l'aide de la Cour des comptes, je vais dire, pour simplifier, plus de 200 milliards de niches fiscales et sociales. C'est-à-dire, en réalité, pratiquement autant que la TVA nette et l'impôt sur le revenu réunis. Donc, c'est considérable. Ça veut dire qu'à vouloir l'égalité de tous, on a recréé de l'inégalité. Je vais vous prendre un deuxième exemple. L'éducation. L'éducation, ça pourrait s'appliquer à bien d'autres domaines. On nous dit, et c'est en partie vrai, les enfants ne sont pas capables par eux-mêmes. Et donc, l'autorité a mission de s'assurer que les enfants soient éduqués. Moi, je partage cette idée. C'est là que je ne suis pas forcément contre l'égalité offerte, c'est-à-dire l'égalité en droit, que chacun puisse accéder à l'éducation. Je trouve même normal qu'on fasse en sorte que tous ceux qui ont une capacité intellectuelle, physique, etc., puissent donner le mieux d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes pour développer cette capacité, s'instruire, devenir aptes à exercer des fonctions au niveau de leur capacité.
Et donc, il y a là des mécanismes à mettre en œuvre. Mais deux choses. D'abord, ça n'est pas parce que l'État doit veiller à ce que cela soit fait qu'il faut que ce soit lui qui embauche les profs, achète les immeubles des écoles, rédige les règles disciplinaires, etc. Il a juste à s'assurer que les choses se fassent. Et s'il y a carence, à le faire. Et s'il n'y a pas carence, pourquoi le fait-il ? En le faisant, il va recréer de l'inégalité. Parce qu'en réalité, il va obliger un certain nombre de gens à suivre des cours dans des écoles qu'il impose aux familles ou éducateurs, alors que ceux qui ne voudront pas de cette école ne pourront s'en aller que s'ils ont les moyens de le faire et pas les autres. Donc il recrée de l'inégalité. Et deuxièmement, à force de vouloir que cette égalité soit non seulement une égalité en droit, mais également une égalité qui soit forcée, qui soit une égalité donc qu'on donne, qu'on octroie aux gens, qu'on leur permette d'y accéder par tous les moyens. Cette égalité, eh bien, les gens vont finalement croire qu'ils acquièrent un droit par rapport au cursus qu'ils ont suivi d'exercer tel ou tel métier. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai du tout, puisque pour pouvoir donner cet accès à tout le monde, on va abaisser le niveau et on va créer des gens qui vont être finalement diplômés de diplômes de papier, bien sûr, mais de pacotille aussi. Et donc, ils vont être, au fond, malheureux, parce qu'ils vont avoir le ressentiment d'avoir le papier, mais de ne pas avoir l'accès, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Alors, des mauvaises inégalités, j'ai bien compris. Mais quand on dit mauvaise inégalité, on peut considérer que dans son pendant, il y a des bonnes égalités. Vous avez cité l'égalité en droit, en liberté, vous le dites dans l'ouvrage, en dignité, bien évidemment. Et là, la dignité humaine est une notion essentielle, puisque vous dites que l'égalitarisme pousse aussi au transhumanisme. Mais est-ce qu'il y a des bonnes égalités ? Lutter contre la pauvreté, c'est lutter pour une égalité qui est non nuisible, non imposée. Lutter contre la pauvreté, c'est une bonne idée. Quand on dit qu'il faut lutter contre la pauvreté en imposant l'égalité, c'est une mauvaise idée. C'est un bon exemple. Comment lutte-t-on contre la pauvreté ? Justement, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que ce qui est important, c'est que les gens soient égaux ou que les gens ne soient plus pauvres, moins pauvres ? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'ils ne soient plus pauvres. Mais libres. Mais libres. Alors que quand on veut lutter contre la pauvreté en imposant l'égalité, la réalité est que on va en fait probablement accroître plutôt la pauvreté. Je m'explique. Alors, d'abord, caricaturons. Il y a des pays où on a voulu sortir les gens de la pauvreté par l'égalité. Ça s'appelle l'Union soviétique et d'autres, la Chine de Mao, où on a fait ça. Le résultat, on le connaît. On le connaît, c'est-à-dire plus de pauvreté pour tout le monde, sauf pour les apparatchiks, c'est-à-dire ceux qui sont dans la connivence que j'expliquais tout à l'heure, qui peuvent, par leur accès au pouvoir, trouver des moyens, des privilèges pour eux-mêmes sortir de la pauvreté autrement que par la règle commune. Donc, bien sûr, ce système, vous me direz qu'il n'existe plus, encore que. Mais, en réalité, il existe autrement. Et donc, l'égalité en soi, imposée à tout le monde, ça n'est pas la solution. Ce qui est vrai, moi, ce que je constate, c'est que la liberté des échanges, qui a été ouverte il y a à peu près, on va dire, une trentaine d'années, en fait, c'est la chute du mur qui a favorisé la liberté des échanges, parce que la chute du mur de Berlin, elle a supprimé la cassure du monde en deux blocs, qui, chacun, avait ses alliés dans les pays les plus pauvres. En les soumettant à des subventions données aux élites plutôt qu'aux populations. C'était ça la réalité. Donc le jour où le mur est tombé, et il y a d'ailleurs un prix Nobel d'économie, Dayton, qui le dit très bien, ce jour-là, les deux grandes puissances et les autres puissances annexes, l'URSS d'un côté, États-Unis de l'autre, ont réduit leurs subventions aux pays pauvres et leur ont dit « on ne va plus vous donner de subventions, on va libérer le commerce et on va vous acheter des produits ». Et ça a transformé le monde. Et en un peu plus de 30 ans, là où il y avait dans le monde plus de 40% d'extrême pauvreté, c'est-à-dire des gens qui vivaient avec moins de $1 par jour,
eh bien, il n'y en a plus qu'un peu moins de 10% aujourd'hui qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Bon, c'est pas très facile de vivre avec 1,90 $ par jour, mais ça dépend des pays et c'est compliqué, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la liberté du commerce, qui forcément est une sorte d'égalité inégale, et je pourrais m'expliquer là-dessus, cette liberté-là, c'est la vraie liberté qui, indépendamment de toute égalité administrative, par la loi, a permis aux gens de gagner leur vie, d'échanger. Or, l'échange est précisément le creuset de la vraie égalité génératrice d'inégalité. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Vous me disiez, vous avez voulu faire plaisir ou vous avez voulu échapper à la volée de bois vert que différemment vous auriez dit. Non, non, pas du tout. C'est que le monde, l'homme, la société sont complexes. Deux exemples donc. L'échange économique. Vous avez un téléphone portable. Celui qui a conçu ce téléphone portable, il a acheté des pièces, des petites pièces d'aluminium, des pièces informatiques, des métaux rares, du verre, etc. Puis des idées à plein de gens. Il les a payées. Si ces gens ont vendu leurs pièces rares, leurs idées, etc., pour un prix qui a été convenu entre les parties, c'est que les deux parties considéraient que le jeu était égal. Chacun était content. Chacun vivait de ça. Sauf que, avec le prix qu'a reçu le marchand de petites pièces de métal, il en a fait autre chose. Et il a peut-être, soit il l'a perdu, soit il l'a gagné, il l'a amplifié ce prix. Et le créateur du téléphone portable, qui a acheté ses pièces, ses idées, qui en a fait un téléphone portable, Apple par exemple, ou d'autres, ou Samsung, etc., il l'a vendu beaucoup plus cher, parce qu'il a transformé toutes ces pièces en quelque chose d'autre. C'est donc un échange égal qui a permis des résultats inégaux de part et d'autre. Et ça, c'est le secret, le mystère et le bienfait de l'échange. On crée de la valeur, de part et d'autre. Un échange égal crée de la valeur inégale. C'est la même chose dans l'éducation. L'éducation, c'est le summum de... L'inégalité, elle, c'est l'inverse. De l'inégalité qui crée l'échange. Et donc, qui crée l'égalité. Car en fait, l'éducation, par définition, c'est celui qui ne sait pas, donc qui est inégal, qui reçoit de celui qui sait. Et cet échange va rendre les gens égaux. Et vous voyez qu'il y a donc des mécanismes qui sont différents, qui joue toujours entre égalité et inégalité. Je vois bien. Où ça ne joue plus du tout, et c'est pas dans votre ouvrage, c'est quand on veut lutter contre les inégalités hommes-femmes. Or, il y a une égalité que vous ne soulevez pas du tout et qui est pourtant essentielle, c'est celle des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà une bonne égalité, une égalité entre les hommes et les femmes tout court. Et là, il y a une vision assez rétrograde finalement. Ça n'existe plus, alors que c'est un combat permanent au quotidien. Je vous sens provocateur. Non. J'en parle d'ailleurs dans mon ouvrage. Je ne m'étends pas longuement. Ah non, mais c'est moi qu'on puisse dire, oui. J'en parle. Mais pourquoi ? Mais parce que je ne pense pas souhaitable d'imposer l'égalité homme-femme. Alors là, je suis peut-être provocateur. Non, vous êtes rétrograde. Je suis navré pour ceux de vos téléspectateurs qui penseront... eh bien, je ne crois pas être rétrograde. Vous savez, la tradition, qu'est-ce que c'est ? Alors, parce que quand vous dites rétrograde, c'est comme si je m'inscrivais dans quelque chose qui était et qui était... Parfait, pour moi, la ça. Tradition consiste à entretenir la flamme, pas à adorer les cendres. Donc, je pense qu'en réalité, il y a des bonnes traditions, il faut entretenir, et puis d'autres, non. Mais là, l'égalité homme-femme, elle n'existe pas dans la tradition, et il n'y a pas de raison de l'instaurer. Donc, je ne suis pas rétrograde. C'est-à-dire que les femmes ne travaillent... Même les salaires, vous le dites, le salaire, c'est pas nécessaire. Je veux dire, quand on est au cabinet Del Sol, les femmes ne gagneront pas comme les hommes. Eh bien, figurez-vous que c'est le contraire, parce que certaines femmes sont bien meilleures que les hommes. Et donc, je les paye plus. C'est le contraire. C'est pas l'égalité, mais moi je suis contre l'égalité. Parce que je veux pouvoir payer des femmes plus. Parce que, figurez-vous que dans nos métiers juridiques, bien souvent, ça dépend des domaines, puis ça dépend aussi des femmes et des hommes. Mais dans bien des cas, les femmes sont bien meilleures. Et donc, moi je ne veux pas de cette égalité homme-femme parce que je veux payer chacun selon son mérite. C'est ça la vraie égalité. C'est l'égalité entre le salaire et le mérite. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout rétrograde. Vous non plus, d'ailleurs, vous étiez provocateur. Mais je pense que c'est ça. La question, c'est quelle est la véritable égalité, la bonne égalité ?
Réponse dans L'éloge des inégalités, c'est aux éditions Manitoba. Merci Jean-Philippe Dersol d'être venu et d'avoir accepté ce petit entretien. Merci à vous.